C'est sûr qu'on peut pas parler de politique et d'actualité sans parler effectivement de la coalition Avenir Québec. Je veux que vous me parliez un peu ce que vous pensez de la naissance de ce parti-là. Ben, en fait, c'est pas, ça fait comme 20 ans au Québec là, qu'il y a une recherche. Tu sais, as eu de 1975 à 1995, on pourrait dire, là, tu sais, 20 ans où il y a eu deux référendums, c'était les oui contre les non, là, tu sais, les fédéralistes contre les souverainistes. Puis là, après ça, il y a comme émergé une volonté de dire qu'il faudrait parler d'autres types de sujets, puis de réformes au Québec, de la santé, de l'éducation. L'ADQ a porté ça. Puis là, François Legault, lui, est parti avec un nouveau mouvement après l'échec de l'ADQ à la dernière élection. Il est parti avec un nouveau mouvement en disant on va peut-être faire un parti politique avec ça. Ce qu'il finalement a fait, puis a réussi à fusionner l'ADQ, recréer ça. Donc la naissance, pour moi, était dans un sillon déjà tracé ou dans un créneau là, où l'idée semble quand même installée qu'il y a une partie de la population du Québec qui est plus prête à voter juste fédéraliste ou souverainiste, juste libéral ou PQ. Là, Est-ce que vous pensez d'ailleurs que cette fusion-là, ce serait, dans le fond, la disparition de l'ADQ ou peut-être plus un deuxième souffle, dans le fond, vu qu'il y a c'est une dur fusion? à dire. C'est-à-dire que les gens, je pense, qui avaient un attachement émotif envers l'ADQ vont dire que c'est la disparition. D'autres qui cherchent juste une voie vont dire que c'est le nouveau mouvement issu d'eux. C'est sûr que par rapport à l'ADQ, puis là, l'avenir va nous le dire, on va voir les prochains mois, les prochaines années, mais que c'est un recentrage. C'est-à-dire qu'une des choses que l'ADQ avant, je vais dire dans mon temps, disait que les autres partis, tout le monde était un peu au centre, centre-gauche. L'ADQ, c'était un peu plus à droite, même si au Québec, il n'y a pas grand-chose de très à droite. Là, tout est pas mal au centre, mais quand même, c'est réforme de l'État, puis réforme de la santé, puis... Alors là, disons que la coalition, sur plusieurs sujets, prend des positions plus prudentes. Donc, on va se retrouver plus souvent à être d'accord avec les libéraux et le PQ sur des sujets. Mais, bon, ces grands sujets, la coalition, c'est la réforme de l'éducation. Ça, là-dessus, ils vont quand même assez loin. Bon, il y a certaines autres affaires, faire le ménage chez Hydro-Québec, etc. Mais on va voir sur quoi. C'est plus dans une campagne électorale que tu vois vraiment sur quoi un parti peut vraiment se démarquer. Là, ils font leur programme, ils parlent un peu de tous les sujets. À un moment donné, quand tu arrives en campagne, tu prends ce qu'on appelle un os là, ou un cheval de bataille vraiment. Il va en avoir 2 ou 3, 4 maximum. Puis là, on va voir vraiment c'est quoi leur priorité. OK. Est-ce que vous croyez que... parce qu'on a parlé que l'ADQ fusionnait avec la CAQ, mais est-ce que vous pensiez que ça aurait peut-être été mieux le contraire, puisque l'ADQ avait comme déjà une notoriété? Moi, je pense que ça aurait été mieux, mais François Legault, évidemment, l'ADQ, dans les dernières années, elle a vécu des gros échecs, dont l'échec électoral. Et François Legault, l'entourage de François Legault, eux autres, la façon dont ils voyaient ça, c'est que c'était comme partir avec une vieille bagnole qui est déjà toute poquée, qui a déjà eu des accidents, puis qui est déjà accidentée, puis tout ça. Et ils voyaient ça comme plus favorable de repartir à neuf. Là, mais là, tu vois, on est juste rendu au mois d'avril, puis déjà leur bagnole commence à être accidentée aussi. Fait que je suis pas sûr qu'ils ont vraiment. Je pense qu'ils ont peut-être momentanément surévalué la notion de neuf. Mais je les comprends, là, ils étaient sur une vague. Leur parti n'était même pas encore fondé, puis était dans un sondage à 40%, puis tout ça. Donc, je pense qu'ils ont été un peu enivrés par le succès de la nouveauté, puis ils ont manqué l'expérience. Mais à la fin, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'une fois tout ça fait, ça porte un nom, ça porte un autre. Un parti politique, en soi, c'est rien. Je veux dire, d'ailleurs, la preuve, on a fait dans mon émission des jokes. Parce que présentement, il y a 20 partis politiques accrédités, puis 20 autres partis qui, en théorie, seraient en formation. Donc, on se met 8 chums, là, puis on fait signer 100 personnes sur une feuille comme quoi, puis on trouve un nom de parti, puis on a un parti, tu comprends? Notre parti s'appelle Huile de tournesol, 100 personnes signent qui veulent ça, non, tu comprends? Puis, on a... Un parti politique, c'est sérieux dans la mesure où ça a des racines. C'est le monde qui fait le parti. Le fait d'avoir un nom, c'est rien. C'est quand tu as du monde, puis des gens dans toutes les régions, puis un courant de pensée, puis un appui populaire. C'est ça qui fait le parti. Puis bon, là, la CAQ réunit ce courant-là pour l'instant. C'est ce que j'allais vous dire, justement. Il y a certains sondages qui ont rapporté que la CAQ était en première position pour les prochaines élections. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment parce que, justement, là, on s'est accroché à un nouveau parti, puis on a comme déjà vu le vieux, donc là, on s'accroche à ça, la nouveauté. Mais là, ça a déjà retombé. Donc là, je pense que l'effet nouveauté, là, pour la coalition, il est fini. Là.
Donc là, ils sont tombés au ras des pâquerettes, sont revenus troisième des sondages. Donc là, ils sont placés dans la position où il faut qu'ils s'accrochent. Il n'y a plus d'hélium dans le ballon. Là. Donc il faut qu'ils s'accrochent à des affaires fondamentales. C'est pas parce qu'ils sont nouveaux qu'ils vont aller voter. C'est parce qu'ils veulent faire ça, ils veulent faire ça. Donc il faut vraiment qu'ils s'occupent. Tu peux jamais plaire à 100% de l'électorat. Gagner une élection, c'est d'aller chercher, je sais pas moi, 37, 38, à 3, là, 37, 38, 40% du vote. Il faut qu'ils se disent, nous, on va chercher une partie des électeurs parce qu'on propose des changements qui sont bons. Donc, l'espèce d'effet de nouveauté les a portés dans une phase préliminaire, mais là, plus maintenant. D'un sondage à l'autre, depuis Noël, ils ont baissé tout le temps. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez peut-être que l'affaire Rebello aurait comme joué dans... Il n'y a pas d'affaire Rebello. C'est ce qui s'est passé, c'est que ils ont sous-estimé que c'est extrêmement difficile d'additionner des gens. Puis là, tu es en train déjà de faire une fusion avec la DQ. Déjà, tu as un mouvement qui, pour le monde, est un peu nouveau. C'est pas trop ce que c'est, puis ça se fusionne avec un parti existant. C'est déjà super complexe que ça fasse. Là, tu sais que... Tu comprends que les deux tas de plasticine arrivent ensemble, puis ça fait une belle couleur, une belle forme. C'est déjà tout un défi. Mais là, pendant que tu fais ça, tu pognes un autre petit tas de plasticine, pouf, tu viens le remettre. Et là, la DQ était à une place. Rebello arrivait vraiment beaucoup plus du Parti québécois, très environnementaliste, qui était beaucoup plus loin de ce qu'on avait vu des autres. Fait que là, je pense que pour les gens, l'effet Rebello, c'est pas de la faute à Rebello, c'est que c'est devenu. On est passé de Legault agglomère toutes sortes de monde, il recrute, ça va bien. Safe, là. C'est ça. Il étend ses ramifications dans plusieurs domaines il prend n'importe qui. Tu sais, la ligne est mince entre il recrute beaucoup, ça va bien, puis il prend n'importe qui, ça va mal. Là. Et Rebello, ce qu'on appelle l'affaire Rebello, c'est que c'est juste ça. C'est qu'il y a. Peut-être qu'il aurait dû attendre un mois de juin ou plus tard, je sais pas, mais Rebello est rentré à un moment où l'électeur était déjà en train de se dire hop, ok, fusionne, quoi ça va faire. Là, il arrive un autre, lui, il était. Puis Rebello, en plus, quand il s'est joint, il a pris le soin, il a fait une autre grosse entrevue dans Le Devoir pour dire moi je suis souverainiste, je vais rester souverainiste. Et pour le portrait, c'est encore plus compliqué. Ok, là il fusionne ça, mais là lui il est souverainiste, mais il va pareil, parce qu'il dit qu'il va rester souverainiste, mais il est prêt à plus être souverainiste pendant un bout. Fait que là, l'image, donc, de la coalition est devenue un peu... Donc là, toutes les autres, après ça, ils ont additionné d'autres gens. C'est devenu une espèce de collage. Là, j'écoutais le monde sur la rue, les gens disaient pas « Ah, le gars, il recrute toutes sortes de monde. » Les gens disaient « Ouais, là, c'est n'importe qui embarque là-dedans. » Donc, quelque chose qui était supposé être positif, du recrutement, devient négatif. Mais ça, c'est le monde des perceptions en politique, là. Fait qu'évidemment, avec les partis adverses qui tapaient sur ce clou-là, que c'était n'importe quoi, puis voyons, ils pognaient un souverainiste, puis un autre. Mais c'est pour ça que je dis que ça, dans le fond, c'est ça, c'est toute la ballonne de la nouveauté. Tu sais, tout va bien, il est nouveau, il est premier dans les sondages, il recrute, tout le monde embarque, une espèce de fanfare de tout va bien qui se dégonfle. Donc là, tu reviens, il tombe pas à zéro, là, il reste avec une base d'appui. Là, il faut qu'il reconcile. S'il veut pas repasser de troisième rang à premier rang, ça sera plus une base de nouveauté. Là. Ça va être une base de dire, OK, ils veulent faire ça, ils veulent des positions courageuses, des prises de position claires, convaincre le monde, répéter le message, que les gens se disent, ah, OK. Plus pour l'espoir de la nouveauté vide. Là. C'est vraiment parce qu'il veut faire quelque chose de vraiment nouveau, de vraiment différent. Puis moi, comme électeur, ça me plaît. C'est ça qui est son défi. Okay. Mais moi, je te dis, c'est simple, c'est une autre affaire de le faire. Oui, ça c'est ça. Lorsque vous étiez chef de l'Action démocratique du Québec, vous prôniez beaucoup la jeunesse, que ce soit, par exemple, au niveau des primes pour les préscolaires ou pour la commission des jeunes. Je veux savoir pourquoi vous apportiez une place aussi importante à la jeunesse. Ben, c'est plus que la jeunesse, hein. On a appelé ça le déséquilibre entre les générations. Moi, j'étais un vrai X, j'étais au cœur de la génération X. Et on a beaucoup grandi là-dedans. Les X sont arrivés sur le marché du travail à une époque où il n'y avait pas d'emploi pour les jeunes. Mais quand je fais mes premiers congrès politiques, là, c'était rien que ça, les sujets. Là. On se reporte, là, mettons, au milieu des années 80, là, 85, 6, 7, 8. Les jeunes ne peuvent pas travailler sur la construction, il n'y a pas de carte. Ça prenait des cartes, mais ça prend encore des cartes de construction, puis ils donnaient plus de cartes aux jeunes. Ils disaient, il y a assez de monde dans la construction. Fait qu'un jeune qui voulait être... même, j'ai vu des jeunes, moi, là, que leur père avait une entreprise en construction, puis même pas le droit de travailler avec leur père. Pour avoir tes cartes, on n'en veut plus de monde dans la construction.
Travailler dans la fonction publique, tu oubliais ça, la fonction publique, tous les jobs étaient pris, que les jeunes ont dit... parce que maintenant, c'est tout le contraire. On dit il manque de profs, il manque d'infirmières, des pénuries de main-d'œuvre. Mais à l'époque, il y avait des surplus de main-d'œuvre. On disait des infirmières, il y en a trop, des profs, il y en a trop. Donc, en plus, tu commençais à avoir ce qu'on a appelé, c'était un gros élément de mon militantisme, les clauses orphelins. Donc, on disait, ah ben là, ça coûte trop cher, les contrats de travail, mettons, il y a plusieurs villes qui ont fait ça, les contrats de travail des pompiers, c'est bien trop des grosses conventions collectives, les fonds de pension. Donc, là, ils se disaient, ceux qui l'ont déjà, on ne veut pas leur couper, parce que là, ils vont gueuler, ils vont faire des grèves, tout ça. Fait qu'on va faire qu'on ne le donnera plus aux jeunes. On va faire comme deux catégories de pompiers. Il va y avoir des pompiers qui vont avoir telle échelle salariale, puis là, on créait une autre échelle salariale. Ceux qui rentrent à partir de demain matin, eux autres, ils ne commenceront pas à 14 $, ils vont commencer à 12 $. Puis ils vont monter moins vite dans l'échelle salariale, puis ils n'auront pas le même fonds de pension, pour faire de même. Fait que des injustices terribles où les jeunes de l'époque, puis pas moi, je l'ai fait en politique, mais plein d'organismes de jeunes, des associations étudiantes qui disaient ça n'a pas de bon sens, là, si les pompiers sont trop bien traités, alors faisons une nouvelle convention collective pour l'ensemble, puis là, les anciens, qu'est-ce que tu veux, ils vont diminuer un peu, on va pas faire. C'est deux sortes de pompiers. Ceux qui sont rentrés avant telle date ont tels avantages. Puis ceux qui sont rentrés, eux autres plus jeunes, sont rentrés après telle date, eux autres ils ont moins d'avantages. Ça a été interdit, là, je dirais fin des années 90. Là, qu'il y a une loi qui a été votée, mais c'était vraiment une de mes grosses victoires politiques, qui a interdit, ça s'appelait les clauses orphelins. Donc, alors c'était beaucoup de ce type. C'est plus qu'une affaire de jeunes, c'est une affaire de. Puis évidemment, tu peux mettre là-dedans la dette, puis le régie des rentes, puis. Tu sais que les jeunes vont payer probablement toute leur vie, puis vont en avoir moins parce qu'il n'en restera plus dans la caisse à la fin, puis tout ça. Fait que c'est des thèmes qui débordent le seul fait d'être jeune. C'est des thèmes d'équité entre les générations. Tu dis, ouais, il y a eu un gros buffet ici dans la pièce, là, tout le monde s'est servi. Mais là, l'impression qu'il reste juste la facture, puis des miettes sur la table, puis la facture, puis là, c'est nous autres, on est invités, on rentre dans la salle, puis c'est ça le buffet, là. Il reste la salade dans le fond, il y a des petites crevettes. Il reste la salade, des miettes de pain et tout ça. Mais là, ce buffet il a été vidé, puis il reste la facture à payer. OK. Bien, justement, parlant de reste, on peut pas ne pas parler de la grève. Hein? Oui. Donc, le phénomène qui entoure la hausse des frais de scolarité en ce moment, ça nous touche toutes d'une manière ou d'une autre. Je veux savoir, c'est quoi votre position à cet effet? La position de Mario Dumont en 2012, puis si votre position est différente, Mario Dumont, si vous aviez été, dans le temps, vous étiez étudiant. C'est dur de dire si j'ai été dans le mouvement étudiant. À l'époque, moi, quand j'étais dans le mouvement étudiant, on commençait à passer. C'était la première année où on commençait à parler des frais de scolarité. Moi, des jeunes libéraux, je me suis battu contre la hausse des frais de scolarité. Maintenant, 20 quelques années plus tard, là, c'est sûr que moi, je pense que la hausse des frais de scolarité est inévitable. Est-ce qu'elle est brutale? C'est sûr que oui. C'est sûr que pour les étudiants, là, le choc, ça monte vraiment beaucoup, vraiment vite. De l'autre côté, c'est ça le résultat de reporter une décision pendant 25 ans. Si tu l'avais fait à chaque année, ça aurait peut-être été 20$ par année. Là, c'est... Bon. Je suis pas... Donc, je pense que les frais de scolarité doivent augmenter. Mais j'ai souvent dit, quand je parlais de la grève elle-même, bon, là, on est rendu loin. Là. On est rendu à perdre une session au complet. Puis là, il y en a qui parlent même de se rendre à Noël, de faire une deuxième session. Là, je débarque. Je n'avais pas entendu ça. Oui, la classée dit ça. Elle dit nous autres, là, c'est pas cette session-ci qu'on parle. Là. Ils sont déjà rendus à une grève qui se rendrait à Noël, puis perdent l'autre session. Oui, on avait ça vendredi, notre émission, on avait en tout cas, on avait les clips là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que une de mes craintes avec une hausse des frais de scolarité, c'est que l'argent n'aille pas vraiment pour l'amélioration de l'éducation, d'embaucher les meilleurs profs, d'aller chercher les meilleurs profs dans toutes les meilleures universités au Québec, au Canada, aux États-Unis. On a plus d'argent, on va vraiment améliorer la qualité. Que dire, ben là, ça fait longtemps que le tapis dans le bureau du directeur était dû, on va en profiter pour le changer. Puis que l'argent serve à toutes sortes d'améliorations, puis de projets, puis de patentes, puis les étudiants ne ramassent pas vraiment l'amélioration de l'éducation. Alors c'est pour ça que j'étais assez favorable, parce qu'il y a quand même une mobilisation, là, juste que, que le monde sente qu'ils sont sous haute surveillance, puis les étudiants surveillent leurs affaires, puis tout ça. Fait que c'est un peu ça ma position. Maintenant, à ce point-ci, là, la grève est rendue quand même, c'est une grosse mobilisation. Moi, j'ai été le premier à dire, c'était l'ouverture que Jean Charest a faite la semaine passée. Ça faisait déjà une semaine que moi je disais ça, là, que là, il était dû pour faire une ouverture, ses prêts et bourses. Je pense qu'autant les frais de scolarité, c'est comme un incontournable, ça fait 25 ans qu'on en parle, à un moment donné, il faut le faire. Autant, je pense qu'on pourrait bonifier le régime de prêts et bourses pour s'assurer, entre autres, que les étudiants, dont les familles sont moins fortunées, puis tout ça, puissent compenser la hausse. Marc, ils font déjà un bon bout, là, mais ils pourraient en faire un peu plus. Oui, oui.
Ben justement, croyez-vous que les manifestations et la grève et tout, qui là, peut-être se reporterait jusqu'en décembre, pourraient avoir un impact sur les prochaines Ça, élections? je crois pas jusqu'en décembre. Je pense qu'avant Ah ça, non, c'est ça. Ben, les élèves vont capoter, Moi, parents vont capoter. Bon, c'est ça. Je pense pas. Les leaders étudiants peuvent dire ça, je suis pas sûr que ça va se faire. D'abord, le premier problème des jeunes, étudiants ou pas, quand un parti politique prend des décisions, il fait toujours le calcul que les jeunes ne votent pas. La semaine passée, dans le budget fédéral, le gouvernement Harper a reporté l'âge de la pension de 65 à 67 ans. Il aurait pu rendre ça, il aurait pu mettre ça là, effectif à partir de 2020, 2021, 2022, de dire on passe la pension à 67 ans. Pourquoi ils l'ont fait en 2029? Parce que entre cette décennie-là, là, de 2021-2029, c'est les baby boomers. C'est les voteurs les plus nombreux. Ils suivent la politique, ils s'occupent de politique. Si tu te les mets à dos, peut-être que tu vas perdre ta prochaine élection, puis les 3 autres après. Les jeunes, c'est une clientèle électorale qui fait pas peur aux partis politiques. Les partis, quand ils font le calcul, la nouvelle génération, puis même quand ils vieillissent dans la vingtaine, même dans le début de la trentaine, c'est un vote pas. Donc vote en bas de 50 là, 30-40 la majorité vote pas. Il y en a plus qui votent pas qu'il y en a qui votent. Ceux qui votent souvent s'éparpillent beaucoup, surtout les plus jeunes, là, dans toutes sortes de partis là, qui ramassent 40 votes dans le comté ou moins de 1% du vote. Donc, un vote tout éparpillé dans toutes sortes de partis qui fait que, souvent, si t'es le Parti libéral, t'es le parti au pouvoir, toi tu pars, t'es sûr, t'as le vote des personnes âgées, tout ça, que le vote des jeunes s'éparpille entre le Parti vert, le Parti d'ici, le Parti rhinocéros, le Parti de la loi naturelle. Donc, tu comprends? Ça n'existe pas, là, c'est comme des votes annulés ou perdus. Alors ça, c'est sûr que c'est une réalité politique bien brutale. Puis là, j'ai entendu les mouvements étudiants dire, nous, on va attaquer des députés, des ministres dans leur comté, entre autres ceux, les libéraux qui ont gagné serré, là, qui ont gagné par moins de 5% la dernière fois. On va aller faire du grabuge, pas du grabuge physique, mais dans leur comté, là, électoralement. Là, on va les menacer que les jeunes vont voter, on va les battre la prochaine fois. Moi, je pense qu'ils sont morts de rire. Les députés libéraux, même s'ils ont gagné par une faible majorité, ils entendent ça, là, ils rient. Il faudrait que ça arrive une fois. Il faudrait qu'une fois, les jeunes, là, tu comprends, sortent un gouvernement puis que ça soit démontré que c'est le vote des jeunes. Parce que la dernière fois que c'est arrivé, je pense que c'était en 1976. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas dit le vote des jeunes est significatif que c'est comme une menace. C'est comme quelqu'un de petit qui te dit « va te casser la gueule ». C'est drôle. Là, les jeunes qui disent « on va te battre électoralement », c'est pas pris au sérieux comme menace. Remarque que si le mouvement étudiant, la grève, tout ça, aboutissait sur une participation massive des jeunes aux élections, ça serait un fait de société majeur. Ça serait quelque chose, une transformation de société. Mettre le mot historique, là, pas du millénaire, là, mais disons, pour quelques décennies, là, ça serait quelque chose dont on se souviendrait. Puis les jeunes se sont choqués là, puis ça a laissé une trace. Je pense que probablement ça va laisser une trace. Ils ont l'air tellement... C'est pas impossible, mais faire attention. On a déjà vu ça dans le passé, des gens bien mobilisés, les grèves, les grailloles, tout ça, puis 3 mois après, il y a une élection, puis plus rien. Là. Les gens oublient vite. Là. En particulier au Québec, malgré notre slogan, je me souviens. Bon, j'ai bien hâte de voir ça. Ben, pour moi, les questions sont complètes au niveau de mon article. C'est bon. Donc, je vais juste arrêter mon petit... Mais j'avais envie de...